Bonjour, accélération de l'inflation, envolée des taux des prêts à l'habitat, bien sûr, projet de loi de finances pour 2023, waouh, que d'actualité pour vos placements. Nous sommes ensemble pendant 40 minutes de conseils à votre service, 40 minutes de recommandations pratico-pratiques pour vos placements, pour vos impôts, pour vous permettre de gagner plus en pouvoir d'achat avec vos contrats d'assurance vie, avec votre compte titre ordinaire, avec votre PEA. Vous avez compris, on va aller directement à l'essentiel. Et bien sûr, dans une problématique et dans un environnement aussi mouvant, il faut des experts à la hauteur et des pointures dans leur domaine. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau du Revenu TV Ségolène Roch. Bonjour Ségolène. Bonjour Christian. Donc vous êtes responsable directrice de l'ingénierie patrimoniale du groupe Le Conservateur. C'est pas trop dur en ce moment dans la conjoncture actuelle ? Bah écoutez, je ne dors plus. J'écoute leur replay, les débats de l'Assemblée nationale. Non, je plaisante. Écoutez, ce qui occupe vraiment le devant de la scène, c'est pas vraiment la fiscalité, puisqu'on est quand même dans la continuité d'un premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc mais ça très près. Les clients du Conservateur, ils sont dans quel état d'esprit en ce moment? Ils sont inquiets, ils sont opportunistes, Alors ils sont peut-être un peu inquiets, mais on va les rassurer, curieux en tout cas, et surtout très intéressés par le contexte plus économique et financier que va décrire et développer Thibault. Ouais, vous faites mon travail directement pour présenter effectivement votre voisin Thibault Cosnet. Vous êtes directeur de l'offre épargne et patrimoniale du groupe Le Conservateur. Là aussi, on voit bien les marchés financiers, la volatilité qui est de retour sur les marchés financiers. Pas trop dur, hein? C'est quotidien? Alors mon quotidien va très bien, c'est pas le problème, mais effectivement l'actualité est très chargée, le contexte économique, financier, ce qui se passe au niveau de l'inflation, c'est quand même probablement une année 2022 qui sera une charnière au niveau du patrimoine de bon nombre d'entre nous sur la structure patrimoniale. Et en tout cas, on se doit d'être à votre contact, mesdames, messieurs, justement pour vous donner les informations dans un contexte où il se passe quand même beaucoup de choses, même si, comme le dit Ségolène, on dort relativement peu en ce moment. C'est au contraire dans ces moments perturbés qu'il faut être capable de donner des bons éclairages, des bonnes directions, en tout cas d'éviter les principaux pièges qui se dressent face à nous. C'est vrai que ça bouge, il y a beaucoup de choses qui bougent, surtout effectivement sur le plan patrimonial, les marchés financiers, les taux d'intérêt, ça implique des décisions urgentes pour continuer à gagner avec vos placements. Alors dans un tel univers, c'est vrai que le monde de demain, c'est déjà un nouveau monde pour vos placements. Il est indispensable d'être bien conseillé. Bon, le revenu, vous êtes sur le Revenu TV, donc vous nous conseillez 50 ans de conseils pratiques au service des épargnants et de pédagogie financière et boursière. Le Conservateur, on vous connaît un petit peu moins, enfin 170 ans tout de même. Donc alors par rapport il faudrait que je change l'introduction d'ailleurs par rapport au revenu, mais 170 ans d'expérience dans le domaine du patrimoine. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous présenter le Conservateur? Oui, le Conservateur. Faire relativement rapidement, puisqu'effectivement le Conservateur a été créé il y a plus de 170 ans, au 19e siècle, par deux frères, les frères Riffaut, l'un maire de Blois, censeur de la Banque de France, et son frère, commandant de l'école polytechnique et sénateur du Loir-et-Cher, qui ont créé en 1844 cette compagnie d'assurance avec un produit originel qui est la tontine. Depuis 178 ans, nous ne faisons qu'un seul métier, c'est la gestion d'épargne de moyen long terme, le conseil patrimonial, pour justement être des bons spécialistes et non pas des mauvais généralistes. Malheureusement, certains de nos confrères peuvent avoir à le faire, pas par plaisir de vendre beaucoup de produits, mais par nécessité d'accompagner une mutation profonde du marché de la banque et de l'assurance. Donc le Conservateur, c'est un groupe mutualiste d'assurance avec 5 sociétés, une compagnie d'assurance à forme continuelle, une compagnie d'assurance vie, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment sur l'assurance vie avec le fonds d'euros, des sociétés financières qui peuvent également proposer du compte titre et du PEA, ô combien essentiel et intéressant dans la structure patrimoniale. Et enfin, une entreprise qui s'appelle Conservateur Patrimoine qui peut aller chercher au-delà des frontières du Conservateur les produits qui peuvent vous être adaptés, mesdames, messieurs, que ce soit dans l'immobilier ou en épargne financière, et peut-être en allant chercher d'ailleurs chez d'autres compagnies d'assurance les produits qui sont adaptés à nos clients. Depuis 178 ans, le Conservateur, c'est une mutuelle, donc il y a la chance de ne pas avoir d'actionnaire à rémunérer, qui peut donc avoir des fonds propres très importants. Et dans l'environnement très instable que nous connaissons aujourd'hui, où on se remet, hélas, à entendre parler de fragilité de certains acteurs
là en ce moment de la banque, puisqu'il y a une banque suisse qui s'appelle Crédit Suisse, qui est quand même sous le feu de l'actualité, où on se met à parler, est-ce que tout va bien de ce côté-là. Le conservateur fait partie de ces entreprises qui ont beaucoup de réserves, beaucoup de fonds propres, des marges de solvabilité très importantes, comme vous pouvez le voir. Et en dernier lieu, pour qualifier le conservateur, c'est aussi un animal un petit peu particulier dans la sphère de la banque assurance, puisque nous avons pris le parti résolument inverse de la banque assurance traditionnelle, qui a tendance à fermer les agences et à demander aux épargnants de faire beaucoup d'opérations seuls face à Internet, donc avec des choix parfois difficiles à apporter. Eh bien nous embauchons dans notre réseau de conseillers, nous ouvrons des agences, plus de 650 conseillers partout en France, proches de vous, proches de chez vous, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins dans un accompagnement sur mesure et ne se limitant pas à subir les marchés financiers à court terme. En cours sous gestion ? À peu près 10 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 31 décembre 2021, un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Collecte sur les dernières années pour se rendre compte un tout petit peu de l'évolution, 10 milliards. On va prendre un peu de champ sur les 20 dernières années, c'est une multiplication par 4 de nos actifs sous gestion. Alors, on ne place bien sûr son argent que si on comprend l'environnement économique et financier. La donnée clé de cet automne, c'est bien sûr l'inflation, l'accélération de l'inflation, proche de 6% sur un an. Ça fait mal, ça pique. Est-ce que vous pensez aux conservateurs que l'inflation va durer ? Alors, l'inflation en France est effectivement quasiment à 6% et je pense qu'elle va hélas augmenter encore un petit peu d'ici la fin de l'année par atténuation progressive des boucliers tarifaires. Et pourtant, cette inflation en France, elle est la plus basse de la zone euro, puisque la moyenne de la zone euro est à plus de 10%. Alors, de multiples raisons pour expliquer cette inflation, c'est deux raisons relativement conjoncturelles qui sont la vigueur du redémarrage post-Covid qui ont distendu l'équilibre offre-demande, ce qu'on appelle les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de valeur. Et puis évidemment les conséquences du conflit dramatique à nos frontières entre l'Ukraine et la Russie, avec la flambée des prix des matières premières sur l'énergie en particulier. Mais au-delà de ce côté conjoncturel, il y a des risques effectivement que l'inflation puisse être plus élevée dans la décennie à venir. Donc il faut préparer son patrimoine à cela. Alors je vais juste citer 3 éléments qui me poussent à dire qu'il faut se préparer à la perspective de pouvoir avoir une inflation plus élevée, puisqu'au cours des 20 dernières années, l'inflation a été relativement basse, voire très basse, 1,2% je crois en moyenne sur les 20 dernières années, donc c'était pas un frein à la valorisation en termes réels, c'est-à-dire ce qu'il faut raisonner pour son patrimoine, c'est la rémunération nette d'inflation, est-ce que mon épargne augmente plus vite que les prix? Ça a été le cas au cours des 20 dernières années, dans les 10-15 prochaines années, on risque d'être sujet à 3 forces contraires qui peuvent faire monter l'inflation. C'est le vieillissement démographique mondial et en particulier dans l'usine du monde qui est la Chine, où il y aura une atténuation du volume de main-d'œuvre disponible à mettre dans les usines, donc un renchérissement du coût du travail. Deuxièmement, un point qui est lié à celui-ci, la nécessité d'être moins dépendant de partenaires très loin de nos frontières. On l'a vu post-Covid, au moment de l'Ukraine, c'est bien d'essayer de réindustrialiser nos économies et donc d'accepter de produire plus proche de nos frontières, donc de payer ses biens et services plus chers. Et le troisième point, c'est les grandes transitions environnementales et énergétiques qui vont nous conduire à devoir payer au moins le prix de la production et le coût de la production et le prix de l'énergie plus cher. Donc je crains qu'effectivement l'inflation soit quelque chose qu'il faille désormais réellement intégrer comme étant potentiellement un rabot, une érosion monétaire. Un chiffre Thibault, un chiffre. Vous disiez 1% en moyenne d'inflation depuis 20 ans. Au cours des 5 prochaines années, vous êtes quoi, sur une fourchette de 3 à 5% Oui, entre 3 et 4%, ça n'aurait rien d'étonnant. Ça signifie que si la plupart des placements encore aujourd'hui privilégiés par les Français, on part à l'épargne logement, mais aussi au livret bancaire, voire à l'assurance vie en euros, ça signifie que toute cette masse de placements très utilisés va rapporter moins que la hausse des prix. C'est exactement ça, et ce qui conduit à une sorte, je lâche le terme, une sorte de ruine lente de l'épargnant, parce qu'effectivement, le livret A à 2%, certes il était à 0,50 au début de l'année, il est à 2% aujourd'hui, mais face à une inflation à 6, ça fait quand même perdre 4% de pouvoir d'achat. Le fonds en euros, qui au titre de l'année dernière, en moyenne sur le marché, était à 1,3%, toujours comparé à une inflation à 6, mesdames, messieurs, faites le calcul. Et donc, j'ai fait une petite simulation. Peut-être certains d'entre vous, mesdames, messieurs, vous allez vous reconnaître à cela. Un couple qui a 2 enfants, monsieur, madame, 2 enfants, avec donc 4 livrets A.
à saturation. Des liquidités sur un compte bancaire, environ 15 000 euros, enfin sur différents comptes bancaires, et en plus 50 000 euros de fonds en euros dans une assurance vie quelconque. Bien, sur cette épargne de précaution, les liquidités, le livret et le fonds en euros, vous allez perdre quasiment 8 000 euros de pouvoir d'achat sur cette épargne, c'est-à-dire qu'au titre de l'année 2022, la rémunération de l'épargne sera très nettement inférieure à la hausse des prix. Et donc, ce point-là conduit inéluctablement à se poser un certain nombre de questions sur les grands équilibres patrimoniaux. C'est pour ça que je disais en introduction que, à votre question sur est-ce que je dors bien, il y a vraiment une charnière à prendre en ce moment sur les grands équilibres de son patrimoine. Mais, globalement, au niveau macro, effectivement, en revenu, on a calculé que c'est quelques 100 milliards d'euros de perte de pouvoir d'achat sur votre épargne. Encore une fois, si vous ne prenez pas de décision. Ça, c'est pour l'inflation. La fiscalité. Ça compte, en tout cas, c'est aussi important pour nos auditeurs et pour les Français. Projet de loi de finances pour 2023, qu'est-ce que ça va changer très concrètement pour les contribuables qui nous écoutent? Alors, je disais tout à l'heure, comme on est dans la poursuite, dans une continuité politique, il n'y a pas les réformes majeures, elles ont été faites en 2018. Donc, il y a la mesure phare, phare dans la mesure où elle concerne le plus grand nombre de Français, en tout cas tous ceux qui paient l'impôt sur le revenu, c'est la revalorisation des seuils, des tranches du barème pour tenir compte précisément de l'inflation. Donc une revalorisation supérieure à 5%. Alors à titre d'exemple, pour un couple qui déclare sans enfant à peu près 60 000 euros de revenus, l'économie d'impôt que cette revalorisation va engendrer sera supérieure à 650 euros. Pour un couple économie d'impôt s'il n'y a pas eu d'augmentation de salaire entre-temps. Parce que si le salaire a augmenté comme l'inflation... Oui, mais si le salaire augmente, les impôts augmentent, mais les revenus augmentent également. Pour un couple, après, il y a également une revalorisation du quotient familial qui fait que quand on est aussi un foyer familial avec des enfants, mécaniquement aussi, l'économie va être plus importante. Taxe d'habitation ? Elle va être donc supprimée, c'est ça, pour l'année prochaine, pour les poursuites. La suppression. Donc en principe, la suppression devrait être généralisée l'année prochaine à tous les foyers pour, en tout cas, la résidence principale. Pour la résidence principale, je dirais que la moins bonne nouvelle, il y en a peut-être deux quand même, c'est au niveau de la taxe foncière, donc revalorisation en fait des bases locatives peu ou prou autour de 5-6%. Il faut quand même plutôt s'attendre à une poursuite de la hausse de la taxe foncière. Et puis, c'est la fameuse réforme aussi des droits de succession. Là, on peut dire un petit mot. Il y a eu un amendement qui visait à réduire les droits de succession de la nation. Il a duré 5 jours, c'est ça? Non, il a été retiré quasiment. Il a une durée de vie relativement limitée. Pour autant, c'était quand même une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Donc, le gouvernement dit quand même que ça reviendra et que ça émergera sans doute d'ici la fin du quinquennat. On verra s'il aura l'opportunité de le faire. En tout cas, à travers cet amendement, quand on regarde un peu le contenu, on voit le projet qui est conforme à ce que souhaitait aussi Emmanuel Macron, qui est donc d'augmenter les abattements dans le cadre des successions. L'amendement portait aussi sur les donations et d'augmenter d'une part les abattements dans le cadre des donations directes. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a un abattement légal par enfant qui est de 100 000 euros. Cet amendement proposait de le porter à 150 000 euros et puis qui concerne différentes générations, donc également les donations de grands-parents à petits-enfants. Et puis surtout, le plus important, c'était de remonter les abattements dans les transmissions en ligne indirecte. Succession, donation entre frères et sœurs, entre neveux et nièces, oncles et tantes. Voilà, où là, les abattements actuels sont extrêmement bas. Et donc cet amendement proposait de les porter à 100 000 euros. Alors on va y revenir tout à l'heure, parce que ça ne veut pas dire que cette réforme, donc si elle a été, je dirais, retardée ou en tout cas repoussée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire sur le plan de la transmission. Pour bien gérer son épargne, il faut de la méthode. Quelle est la méthode du conservateur lorsque vous recevez un nouveau client? Alors, méthode des 4 postes. Alors, on a fait pareil. La méthode, la première chose, c'est d'être capable d'écouter le client, de discuter avec lui et de le conduire à exprimer, parce que parfois les clients ne prennent pas le temps de se demander vraiment quels sont leurs objectifs. Le plus important, c'est d'arriver à discuter avec le client et puis d'identifier vraiment ses objectifs, de pointer ses contraintes. Et partant de là, en effet, d'envisager différentes solutions. Et vous avez raison, Christian Fontaine, au conservateur, on ne focalise pas que d'un point de vue en particulier qui pourrait être la fiscalité, les prélèvements sociaux, ce genre uniquement un point de vue, mais on prend en compte les aspects économiques et financiers.
la fiscalité, bien sûr, les prélèvements sociaux, mais également les aspects civils, extrêmement importants, on en reparlera tout à l'heure. Des aspects qui sont d'ailleurs plus pérennes dans le temps que la fiscalité, et puis des aspects qu'on néglige très souvent qui sont ceux de la prévoyance. Il n'y a pas que, il ne faut pas, aujourd'hui quand on est un épargnant moderne en 2022, il ne faut pas être obsédé uniquement par le taux de rendement de ses placements, par la fiscalité, il y a aussi la prévoyance et aussi les aspects civils. Voilà, c'était le début de la première partie, je dirais, de cette émission, un petit peu le cadrage macro. Maintenant, on va très concrètement répondre à vos préoccupations patrimoniales. Il y en a en fait 3 qui émergent, en tout cas dans les courriers que vous nous avez envoyés pour cette émission: la préparation de la retraite, la préparation de la transmission et puis l'inflation. Commençons par la retraite. Pourquoi préparer sa retraite? Après tout, il y a les régimes, il y a les pensions versées par les régimes obligatoires. Vous allez me dire ça va baisser. Mais est-ce que c'est pas un peu une idée reçue? Oui, ça va baisser, mais ça va pas disparaître. Hein, la CNAV va pas disparaître. Bon, non, on peut se le souhaiter. Ouais. On peut se le souhaiter, mais néanmoins, il y a un certain nombre d'équilibres démographiques dans les sciences sociales, dont l'économie fait partie. La démographie est certainement l'une des sciences les plus certaines, parce qu'elle est prévisible. Il y a quand même à faire face, dans les économies développées, à un allongement de la durée de la vie. L'allongement de la durée de la vie aujourd'hui. Alors, mesdames, messieurs, vous voyez si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais un couple de 50 ans a plus d'une chance sur 2 que le dernier vivant soit centenaire. En général, ce sera vous, madame. Ce qui veut dire que l'horizon successoral de ce couple de 50 ans, il est compris le plus probablement entre 88 et 107 ans. C'est quand même considérable. Ça veut dire qu'il va falloir faire face à des engagements de très long terme. Quand on a 50 ans, quand on parle de retraite ou de dépendance, c'est des horizons de consommation de cette épargne qui vont s'étaler sur 20, 30, 40, voire 50 ans. C'est la retraite, mais c'est aussi la préparation de la deuxième partie de la retraite qui est la phase d'autonomie où on veut le moins possible être dépendant de ses enfants ou de ses petits-enfants. Et donc le corollaire de cet allongement de la durée de la vie, Christian Fontaine, c'est le fait que le déséquilibre entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités ne va avoir de cesse que de se dégrader. Dans les années 1960, au moment où la retraite par répartition à la française a été créée, il y avait 4 personnes qui cotisaient pour un retraité. Aujourd'hui, on est environ à 1,6 cotisants pour un retraité. À l'horizon 2050, on devrait être pas loin de la parité, c'est-à-dire 1,2 cotisants pour un retraité. Ce qui veut dire que la retraite par répartition ne va avoir tendance qu'à se dégrader. Et ayant en tête, à l'horizon 2040-2050, selon les prévisions du Conseil d'orientation des retraites, le fameux COR, on devrait avoir un taux de remplacement pension de retraite comparée au dernier revenu d'activité qui devrait se situer pour bon nombre d'entre nous aux alentours de 40%. C'est-à-dire on passera de la belle vie active à l'heureuse vie de retraité en ayant certes 100% de son temps, mais 40% de ses revenus. D'où une nécessité, 1, probablement d'aménager le système, d'où les projets de réforme en cours, et 2, quand on est un épargnant avisé, de préparer très tôt ces sujets de décrochage potentiel du train de vie en passant de la vie active à la vie de retraité. Alors, c'est vrai qu'il y a une réforme donc, alors, de la retraite dans les tuyaux, enfin une réforme donc, alors, des retraites versées par les régimes obligatoires. Il n'empêche que quelles que soient les décisions qui seront prises, effectivement, et c'est un point très important que vous avez expliqué au revenu, on insiste aussi beaucoup sur la nécessité d'épargner pour ce vieux jour dès peu ou prou l'entrée à la vie active. Alors, on fait comment pour doper sa retraite? Bien sûr, acquisition de la résidence principale, constitution d'une épargne un petit peu diversifiée, mais il y a aussi des outils techniques. Alors, assurance vie, PER, Ségolène Royal, quels sont les outils techniques? Merci pour le Royal. Royal. À chaque fois, je me trompe. Ça faisait longtemps. À chaque fois, je me trompe. C'est déjà arrivé dans d'autres conférences, Ségolène Rock. Et vous n'avez de Royal, entre guillemets, que le prénom. Et donc, quels sont les outils techniques pour préparer ces vieux jours? Alors, il y a de nombreuses solutions, Christian. Il y a les solutions déjà en termes de contrats, de support, d'enveloppe de capitalisation pour nos investissements sur les marchés financiers. Mais partant du constat que faisait Thibault d'allongement de la durée de vie, et partant aussi du constat, et là on l'a vécu en direct live avec tous les débats autour du projet de loi de finances, donc ce constat qui nous dit que le contexte juridique et le contexte fiscal dans lequel on évolue est totalement mouvant et évolutif, on avance en terre inconnue. Donc il est extrêmement important de mixer, de combiner, de diversifier tous ces supports-là, mais aussi de diversifier les solutions juridiques qui sont apportées par exemple par le Code civil, comme le démembrement, comme les régimes matrimoniaux, comme un testament. Ces solutions-là, en plus, civiles, étant plus pérennes
que la fiscalité. Alors très concrètement, Ségolène, il y a 3 enveloppes. Il y a l'assurance vie, il y a le plan d'épargne retraite et puis après ça, votre spécificité, un peu la tontine. Bon, l'assurance vie, peu ou prou, les gens connaissent, mais c'est vrai que c'est un cadre fiscal très souple qui permet de retirer hors impôt. Extrêmement favorable, en tout cas aujourd'hui. Le PER, on en parle souvent. On a l'impression que c'est un petit peu l'assurance vie, en plus avec la carotte fiscale à l'entrée. Quelle est votre position sur le PER ? Le plan d'épargne retraite, donc créé par la loi Pacte, on doit fêter ses 3 ans, donc alors on vient de fêter ses 3e bougie, donc alors je vais y arriver le 1er octobre. Avec relativement de succès, puisque Bruno Le Maire dit que les objectifs atteints sont doubles par rapport à ce qui s'était fixé il y a 3 ans. Le PER, encore une fois, ça nous donne la possibilité d'avoir un outil complémentaire pour préparer notre retraite. Le PER, après, comme toutes les solutions, il a des défauts, il a des qualités. Et combiner différentes solutions va permettre justement de mettre en valeur les qualités, les atouts, et puis de pallier les inconvénients. Alors, c'est un report d'imposition, c'est bien ça, hein, il faut connaître un tout petit peu le mécanisme. Le gros défaut du PER, on a tous été déçus quand il a été créé, c'est que certes, avec le PER, maintenant, on a la possibilité, quand on arrive à la retraite, de retirer des sommes, ce qui n'était pas possible avant, hein, c'était une sortie en rente viagère. En revanche, l'avantage fiscal dont on a bénéficié au moment où on a versé dans le PER est repris à la sortie, puisque quand on retirera de l'argent de notre PER, le capital qui aurait fait l'objet d'une déduction fiscale sera imposé au barème d'impôt sur le revenu. Donc on peut supposer qu'on aura tous, au moment de notre retraite, un taux d'imposition moindre par rapport à aujourd'hui, puisque là on est en période d'activité. Voilà. Mais encore une fois, ça c'est misé sur un contexte fiscal dans 20-30 ans qu'on ne connaît pas. Donc l'important, le plus important à notre sens, c'est de capitaliser sur la réduction d'impôt dont on bénéficie à l'instant où on verse. Voilà, ce qui est vraiment important, c'est que cette réduction d'impôt, cette économie d'impôt, on l'investisse, on lui donne de la valeur, qu'on la transforme en capital, et c'est à notre avis là que sera l'enrichissement double. Oui, on ne le consomme pas, ça permet aussi d'investir une somme plus importante. Il y a une petite actualité quand même, on n'est pas loin du 31 décembre, notamment pour tous ceux et celles qui veulent passer de l'assurance vie au PER. Rappelez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Alors c'est vrai qu'on a tendance à oublier cette mesure puisqu'elle avait été créée au moment de la loi Pacte et elle s'arrête à la fin de l'année. L'idée, c'est d'autoriser, cette loi autorise l'épargnant à racheter sur son contrat d'assurance vie de plus de 8 ans en bénéficiant d'un abattement double pour le calcul de l'impôt sur le revenu, à condition qu'il réinvestisse les sommes dans son plan d'épargne retraite. Donc, pour bon nombre d'entre nous, je pense que c'est bien d'avoir cette mesure en tête, de se faire accompagner, de se faire conseiller, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, mais pour quelqu'un qui a un contrat dont le rendement est moindre ou qui est investi en fonds en euros, comme on le disait, dont le rendement est réel et négatif, ça peut être une opération très opportune, en fait sans impact fiscal, on calibrera pour être dans le cadre des abattements. Il n'y aura pas de prélèvements sociaux puisqu'ils auront déjà été pris sur le fonds en euros. Et puis derrière, on réinvestit avec la déduction fiscale dans le cadre du PER. Très concrètement, ça veut dire que c'est variable selon les contrats. Il faut bien sûr que vous voyez avec votre conseiller, mais exactement, peu ou prou, on peut retirer peut-être 80-90 000 euros de son contrat d'assurance vie hors impôt pour le transférer sur son PER. Alors oui, tout dépend après de la plus-value du contrat. Bien sûr, enfin les ordres de grandeur sont là. Le temps file. Et pourtant, les internautes veulent des réponses très concrètes à leurs problématiques. Il y a la problématique retraite et il y a la problématique succession. Vous avez au conservateur un outil très particulier qu'il n'y a pas forcément ailleurs, qui s'appelle la tontine. À quoi sert cet outil ? À la fois sur le plan retraite et puis sur le plan successoral. Peut-être retraite, peut-être avec la retraite et ensuite sur le plan successoral, Thibault. Alors ce que j'évoquais là dans la retraite, les stratégies consistent à combiner des enveloppes. Donc ce que j'évoquais, le fait de matérialiser cette économie d'impôt, nous conduit à proposer à nos clients une stratégie assez performante, puisqu'elle va mettre en valeur encore une fois les qualités de chacune des enveloppes, et d'associer donc le PER et la tontine. Donc très concrètement, moi contribuable, d'ici la fin de l'année, je fais un versement sur mon PER, peut-être avec de l'argent que j'aurais racheté d'un contrat d'assurance vie non performant qui me fait perdre de l'argent investi sur un fonds en euros. Je fais mon versement sur le PER, j'aurai l'année prochaine, je bénéficierai d'une économie d'impôt. À peu près entre septembre et décembre de l'année prochaine, je matérialiserai mon économie d'impôt. Dans ce cas-là, j'investirai mon économie d'impôt plutôt que la dépenser, je l'investirai sur une tontine. Le but étant que, au terme, au moment où j'arrive à la retraite,
je ne sois pas forcément obligée d'aller chercher les capitaux sur le PER et d'être à nouveau imposée au barème de l'impôt sur le revenu, mais que je bénéficie de mes tontines qui arriveront à échéance chaque année, puisque chaque année, j'aurai investi mon économie d'impôt dans la tontine, puisque la tontine, en fait, bénéficie d'un régime fiscal particulièrement favorable en cours de vie. C'est le régime fiscal de l'assurance vie. Donc c'est un abattement annuel de 9 200 quand on est un couple. Donc en pratique, il arrive souvent qu'il n'y ait pas d'impôt sur le revenu. En revanche, il y a les prélèvements sociaux, mais uniquement sur les gains, au moment de la répartition de la tontine. Et alors vous allez me dire, oui, mais les capitaux dans le PER, les capitaux dans le PER, je sais que je les ai, je sais qu'ils se sont valorisés, je peux en disposer. Mais si je n'en ai pas besoin parce que mes tontines assurent mes revenus complémentaires au moment de ma retraite, je sais aussi, mon PER, comme il prend la forme, en tout cas au conservateur, d'un contrat d'assurance vie, j'ai désigné le bénéficiaire de mon choix. Si je désigne mon conjoint comme bénéficiaire, je sais que s'il m'arrive quelque chose, mon conjoint récupérera les capitaux en exonération de taxes, puisqu'il est en tout cas aujourd'hui exonéré d'impôts, exonération de prélèvements sociaux, et puis non reprise de l'économie d'impôts que j'ai pu faire à l'entrée. Malin. Il n'y a même pas de prélèvements sociaux sur les gains. Il n'y a pas de prélèvements sociaux sur les gains selon la réglementation actuelle. La tontine peut aussi être utilisée en cas de transmission, notamment en cas de transmission aux enfants, mais aussi aux petits-enfants. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu expliquer la mécanique, comment utiliser la tontine dans le cas d'une transmission ? Alors, la tontine, c'est une opération d'épargne à terme. Donc, elle est indisponible pendant la durée du placement, mais justement, dans une optique de transmission de son vivant, c'est souvent recherché. Par exemple, par des parents qui souhaitent éviter le côté un peu cigale des enfants. On donne des sous et malheureusement, les sous sont dépensés par les enfants et ne sont pas capitalisés, par exemple, pour leur propre retraite. Ou plus souvent par des grands-parents qui veulent bien donner dans la limite des abattements légaux aujourd'hui à des petits-enfants, mais ils ne veulent surtout pas qu'à 18 ans et un jour, sous prétexte que le petit-enfant est devenu majeur, qu'ils dépensent de manière inopportune les fonds. Et donc, au conservateur, nous accompagnons les grands-parents dans cette démarche de transmission du vivant en profitant des abattements actuels qui, comme Ségolène évoquait, peut-être au cours du quinquennat, viendront à augmenter. Donc, aujourd'hui, chaque grand-parent peut donner à chaque petit-enfant 31 865 € tous les 15 ans, auxquels peuvent venir s'additionner les dons familiaux de sommes d'argent. Donc là, hors impôt, tout ça. Hors impôt, exactement. Et donc, nous accompagnons les grands-parents dans cette démarche en leur disant si vous avez cette volonté que les fonds ne soient pas disponibles dès 18 ans et un jour parce que le petit enfant est devenu majeur, on va faire ce qu'on appelle une donation avec un pacte adjoint, c'est-à-dire une donation avec une obligation de remploi des capitaux dans une tontine. Cette tontine arrivera à échéance à la date que le donateur a choisi, 20 ans, 25 ans, 30 ans du petit enfant. Et donc, on passe ce cap critique en général de la maturité légale, mais qui n'est pas forcément la maturité financière, entre guillemets, pour faire en sorte de prévoir des fonds qui seront disponibles pour le petit enfant à 20 ans pour les études, à 25 ans pour l'acquisition de la première résidence principale ou à 30 ans pour aménager le foyer au moment où les premiers enfants, des petits-enfants, seront arrivés. Donc voilà l'une des utilisations que nous pouvons faire de ceci, avec en plus tout ce qui est fait à côté, comme Ségolène l'évoquait tout à l'heure, d'un point de vue civil, le travail et l'accompagnement de nos clients sur la modification en cours de vie des clauses bénéficiaires des différents contrats, PER, assurance vie, contrat de capitalisation, etc. Dernière thématique du jour, l'inflation. Comment protéger votre patrimoine de l'inflation? Thibaut Cosnet, on entend souvent dire que l'immobilier est une bonne protection contre la hausse des prix. Est-ce que vous partagez cette idée aux conservateurs? Je vais faire une réponse de Normand en disant oui mais non, en disant oui sur les loyers. Les loyers sont en général naturellement corrélés avec la hausse des prix à la consommation. En revanche, il y a un effet un peu délétère à court terme qui est lié à la hausse des taux d'intérêt, puisque la hausse de l'inflation s'entraîne d'un durcissement phénoménal des conditions monétaires menées par les banques centrales. Les banques centrales, en particulier la Banque centrale européenne, montent ces taux d'intérêt, ce qui fait que le rendement de l'OAT, si j'arrondis, la fameuse obligation assimilable du Trésor français, le coût de la dette française est passé à peu près de 0% au 1er janvier à quasiment 3% aujourd'hui, c'est-à-dire 300 points de base de hausse de taux. On le voit dans les coûts du crédit immobilier qui flambent
et qui vont continuer à progresser. Et sachez, mesdames, messieurs, que l'immobilier est négativement corrélé avec le niveau des taux d'intérêt. C'est-à-dire évidemment, quand le coût du crédit se renchérit, la capacité d'emprunt diminue. En faisant juste une petite simulation, au 1er janvier, avec un taux moyen du crédit à 1%, on pouvait emprunter sur 20 ans, avec 1 000 € de mensualité, on pouvait emprunter 217 000 €. Les taux à la fin de l'année seront proches de 3%, ils sont passés de 1 à 3. Et donc avec cette même équation, 1 000 € par mois sur 20 ans, mais avec des intérêts de 3% par an, on ne pourra plus emprunter que 180 000 €, c'est-à-dire 37 000 € de moins. Donc l'immobilier sur très longue période, le rendement locatif, oui, protège de l'inflation, mais dans les 6, 12, 18 prochains mois, il y a de très fortes probabilités que la valeur de l'immobilier baisse de manière assez significative. Je crains que les valorisations de l'immobilier baissent entre 15 et 20% dans le temps à venir. Donc, ce n'est pas un rempart contre l'inflation, là, à court terme, sur la valorisation des actifs, d'où aussi les arbitrages patrimoniaux à mener. Alors, ça, c'est très important. Une hausse de 1 point des taux des prêts à l'habitat égale souvent une baisse de quoi? De 7-8 points? Moins 8, moins 9. Des prix de l'immobilier. Empiriquement, c'est plus ou moins ce qui a été constaté. C'est pas instantané, hein, ça met un petit peu de temps à se diffuser. Justement, profitons du fait que les taux étant en train d'augmenter et qu'il y a une forme de viscosité du marché immobilier, il n'y a pas un ajustement immédiat, il y a encore le temps en ce moment de vendre ou d'arbitrer quelques actifs immobiliers de son patrimoine, en ayant en tête que peut-être dans 1 an ou dans 1 an et demi, les prix seront nettement plus bas. Bon, atout et limite de l'immobilier. Alors, je reviens à ma question de départ. Comment est-ce qu'on protège son patrimoine de l'inflation? La diversification, tout ce que vous prenez au niveau du revenu depuis des années. Donc, ce qui ne fonctionnera pas par rapport à l'inflation, c'est l'épargne très prudente. Alors, il faut accepter de garder une partie de l'épargne prudente parce que pour nombre d'entre nous, c'est utile. Mais pour tout le reste, pour tout ce sur quoi on a un horizon de consommation long terme ou sur lesquels on accepte une diversification, il faut sortir des sentiers battus. Il faut aller sur les unités de compte en assurance vie en se rappelant que les marchés boursiers sont globalement très performants, qu'on en a du temps devant soi. Il faut profiter que la hausse des taux actuels redonne du rendement enfin, j'aurais tendance à dire, sur l'obligataire. On retrouve désormais des rendements obligataires intéressants. Et aussi, le contexte financier actuel très perturbé redonne énormément d'attrait à des offres un petit peu spécifiques, comme des offres au niveau du conservateur que nous appelons double opportunité, qui permettent de ne pas avoir à choisir son camp entre la hausse et la baisse des marchés financiers. Comment fonctionne ce produit? Le produit qui s'affiche actuellement à votre écran, mesdames, messieurs, c'est un produit, ce qu'on appelle un produit structuré. Vous pouvez choisir l'échéance de votre placement à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, même si on peut en sortir avant, je précise, hein, c'est pas une épargne qui est indisponible pendant la durée. Dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, si la bourse monte, vous avez le gain de la bourse, limité à plus 30, plus 35, plus 40%, mais ça revient quand même à un rendement de 5 ou 6% par an, ce qui est largement suffisant en général. Donc si la bourse monte, on a le gain du CAC 40 dans sa version ESG. Donc ça, c'est classique. En revanche, ce qui est moins classique, c'est que si la bourse a le mauvais goût de baisser dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, eh bien, on inversera les pôles, entre guillemets. Si la bourse fait moins 30, vous avez plus 30 sur votre produit. Si la bourse fait moins 40 à 7 ans, vous avez plus 40 sur ce produit. Alors ça peut paraître un petit peu magique comme ça. C'est pas de la magie, c'est de l'ingénierie financière. C'est mathématique. C'est mathématique, exactement. C'est ce qu'on appelle des options, entre guillemets. C'est comme des assurances. J'ai tendance à prendre une image, c'est comme l'assurance automobile. Quand on a un accident de voiture, que la voiture est irréparable, l'assureur rembourse la valeur vénale du véhicule. Eh bien, ces équivalents de primes d'assurance, nous les achetons dans ce produit qui permet de renverser et de faire en sorte qu'une baisse devienne un gain. Donc ce genre de solution dans l'assurance vie est vraiment une bonne alternative au fonds en euros. Et puis évidemment, il y a le produit originel du conservateur dont vous parliez tout à l'heure, Christian Fontaine, qui est la tontine financière, et qui, malgré son âge canonique, puisque c'est une opération d'épargne qui remonte à 1653, donc la tontine c'est le produit d'épargne du XVIIe siècle, mais qui est absolument remarquablement adapté à l'environnement compliqué que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire des marchés financiers très volatiles, et une crainte par rapport à l'inflation, parce que la tontine c'est entre plus 3 et plus 5% au-dessus de l'inflation sur longue période, là aussi, pas par magie, c'est parce qu'on est capable, grâce à la tontine, de concilier le meilleur des deux mondes en termes de gestion financière, la puissance des marchés les plus performants sur longue période, les actions, l'immobilier, le capital investissement. Et à l'approche du terme, on a une sécurisation progressive des placements, qui, comme une sorte d'avion de ligne qui fait Paris-New York. On est à haute altitude avec les réacteurs à plein régime pendant l'essentiel du vol, pour aller vite et loin. Et à l'approche de la piste,
On baisse en altitude, on baisse en vitesse, et c'est ça, cette mécanique-là qui permet à la tontine d'avoir ces rendements historiques, y compris, vous le voyez sur ce graphique, les tontines qui sont arrivées à échéance dans les années 90, donc c'est-à-dire des tontines qui avaient été créées dans les années 70-75, qui avaient donc connu les dernières périodes inflationnistes, 1973-1985 pour être précis. Eh bien même ces tontines-là, c'était 3% au-dessus de l'inflation. Donc si on craint une érosion de l'épargne liée à l'inflation, il faut probablement considérer cette opération tontinière comme étant une diversification complémentaire à d'autres stratégies d'épargne. Nous avons Emma qui nous pose cette question de Lyon. Elle est abonnée depuis 2 ans au Revenu. Vous parliez du meilleur des deux mondes. Que pensez-vous de mettre des SCPI, de l'immobilier dans un contrat d'assurance vie? Alors, je suis sceptique sur l'évolution de la valorisation des SCPI dans le contexte actuel, puisque même punition des motifs, quand les taux montent, l'immobilier s'ajuste à la baisse et les SCPI étant constitués d'immobilier, la valorisation des parts des SCPI risque de chuter, même si le rendement s'ajustera de l'inflation et le rendement pourra rester bon, voire augmentera, ne serait-ce que par baisse des valeurs de parts. Donc j'aurais tendance à dire oui, les SCPI, ça peut être une solution en diversification de ces contrats d'assurance vie, mais pas tout de suite, plutôt attendre 18-24 mois, voir comment se stabilise le marché immobilier avec cette forte hausse de taux que nous connaissons. Et puis à ce moment-là, ça sera une fenêtre d'entrée. Théo, et ça sera la dernière question, nous parle des placements numériques. J'imagine qu'il veut dire les crypto-monnaies et les bitcoins. Quelle est un peu votre grille d'analyse au revenu? C'est vrai qu'un certain nombre de banquiers s'y mettent à titre de diversification. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis aussi assez dubitatif par rapport à ça, assez sceptique, parce qu'en fait, ça fait 22 ans que je travaille sur les marchés financiers et je n'ai jamais investi sur un actif que je n'étais pas capable de valoriser. C'est-à-dire, je sais ce que ça me coûte, je sais ce que ça me rapporte. Une crypto-monnaie ou un bitcoin, je sais la volatilité qu'on subit sur les marchés financiers. Par contre, je ne suis incapable de dire quelle est sa valeur future. Pour moi, c'est un actif très spéculatif. Quand on est déjà très structuré d'un point de vue patrimonial, mettre 5% de son patrimoine en crypto-monnaie, pourquoi pas? Quand on est un épargnant qui se constitue aujourd'hui un patrimoine, ça correspond plutôt à une stratégie dite casino. Je mets sur le rouge et j'espère que ça sorte. Donc, grande prudence par rapport à cela. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Ségolène Roch, pas encore royale, mais peut-être bientôt, et Thibaut Cosnet, merci d'être venu sur le plateau du Revenu TV. Vous voyez, on a essayé de vous remonter le moral. Oui, il existe des solutions pour gagner plus avec vos placements et pour payer moins d'impôts en toute légalité. Il faut suivre vos investissements et bien sûr être conseillé aux meilleures sources. À bientôt pour d'autres interviews sur le Revenu TV.